Bon, je vais poursuivre. Je vais poursuivre ma lecture du livre Ces pères héros de Marine Barnerias. Donc, là, elle est dans la phase post-diagnostic, hein, où c'est difficile, bien sûr, de reconnaître qu'elle a la sclérose en plaques. C'est une maladie qui va certainement la limiter, hein, on connaît ça. Alors, marathon des neuros. Donc, je vais prendre mes lunettes parce que sinon, je ne pourrais pas lire facilement. C'est dommage. Après cette courte pause, je décide de remonter à Paris, avant d'attaquer le marathon des neurologues. Passage obligé. Une soirée avec mes amis d'enfance. Elles m'attendent de pied ferme. Elles sont toutes là. Bon, bref. Mon objectif est de récolter un maximum d'informations. On m'a fait comprendre que c'est une maladie sournoise, vicieuse, imprévisible, qui se cache, qui vous prend par surprise. Il faut que je m'organise, que je prépare la résistance à ce déferlement de mauvaises nouvelles. Je me suis mis en tête de trouver les failles de cet intrus qui est en moi. Je découvre que c'est une maladie dite auto-immune. En clair, je me la suis fabriquée toute seule. C'est à moi de la canaliser, mais pour le moment, je suis en larmes, effondrée. Tous mes projets sont arrêtés. J'ai la chance d'avoir dans ma famille une neurologue, Corinne, pouvoir m'introduire à la pitié salpêtrière. Je débarque dans un milieu où je ne connais strictement rien. Je suis comme un enfant de 5 ans à qui on indique comment se brosser les dents. Le jour J arrive, je me rends à la pitié. Pas de quoi être triste, puisque par miracle, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous. 1 à 2 ans d'attente pour certains. Je garde ma joie. Le jour J arrive. L'hôpital porte bien son nom, puisque 5 minutes après être entré, je n'ai qu'un seul cri en tête. Pitié, sortez-moi d'ici. Le département est rempli de personnes handicapées. Ma voisine de droite caresse son fauteuil roulant et à ma gauche, un jeune homme tient sa béquille, ou c'est l'inverse. Je suis perdue. Je ne sais plus qui je suis et ce que je fais là. Je suis entourée de personnes paralysées sans savoir s'ils souffrent de la même maladie que moi. Ça, c'est un sentiment que j'ai eu la première fois que je suis allée au groupe de parole de l'APF, où il y avait des gens qui avaient la sclérose en plaques, qui étaient en fauteuil roulant. Et moi qui, à l'époque, marchais plutôt pas trop mal. Et également, on a l'impression, quand je suis allée avec ma mère au CHU, à l'unité des motoneurones, là où il y a les gens qui ont la SLA. Et ma mère était à côté de moi. Elle ne parlait déjà plus, hein, elle avait du mal à s'exprimer. Et à côté, il y avait une personne qui était en fauteuil roulant avec un appareil pour respirer. Et elle m'a dit, Christelle, ne me laisse pas en arriver à ce stade-là, quoi. Et moi, j'étais là, je dis ça. C'est difficile. Bref. Je n'ai pas fait médecine, mais je fais vite le rapprochement. Je n'ai qu'une seule envie, partir en courant pour ne pas affronter la réalité en face. J'ai 21 ans, pitié. Et oui, la maladie atteint beaucoup de personnes jeunes, hein. En fait, on dit souvent, quand ça atteint les personnes jeunes, c'est souvent une forme limitante. Et quand ça atteint les personnes plus âgées, au-delà de 40-50 ans, c'est plutôt une forme progressive. Mais bon, c'est ce qu'on dit, hein. Mais après, il y a aussi des scléroses en plaques qui sont reconnues tardivement, alors qu'elles étaient là déjà depuis longtemps. D'où l'importance de vraiment bien écouter le patient. Bon, après, voilà, on lui explique les différents traitements possibles. Elle explique qu'en fait, elle a bien du mal à se faire à l'idée. Donc après, elle dit que voilà, c'est la difficulté. En fait, elle cherche, comment dire, les neurologues qui parlent de traitement et elle voudrait avoir un moyen de se sortir de cette maladie, quoi. Et finalement, ce qu'on lui propose, c'est dur, quoi. J'ai besoin de parler de mon stress qui aurait pu engendrer une poussée. Mais ici, le stress ne rentre pas dans leur grille. Ce puits de science est face à ma conviction que mes émotions sont les premiers suspects à interroger. Inenvisageable. Inenvisageable. Aucune question en rapport avec cela. Pourquoi? Pourquoi rester avec l'analyse des IRM ou autres? Pourquoi rester loin du patient, de ses émotions, de ce qu'il a dans le cœur, dans les tripes? Je ne comprends pas. Je suis effondrée de mes rencontres. J'alterne des cabinets privés et des cabinets publics. Pas énormément de différence sur le fond, plutôt sur la forme. Dans le privé, on attend sur des fauteuils beaucoup trop grands et souvent le bureau où l'on vous reçoit fait généralement la taille d'un appartement. Le public, c'est beaucoup plus épique. Ouais, après,
il y a des neurologues qui lui disaient d'éviter les produits laitiers. Enfin, j'étais étonnée parce que moi, les neurologues n'ont pas dit ça. C'est plutôt les patients. Alors, je vais de conseil en conseil pour m'aider à trouver quelqu'un qui peut aller plus loin que le certificat donné. Encouragé par les va voir celui-ci, il est top. J'y vais, toujours déterminé à ressortir rassuré. Attention, pas sur mon diagnostic, mais sur une autre vision neurologique. J'ai l'effet inverse avec des discours contradictoires, des propositions de traitement différents, des conseils alimentaires bien variés. Cette fois, c'est réellement mon cerveau qui commence à vriller. Ne plus savoir qui écouter, ni où aller pour me sentir en sécurité. J'ai tout entendu. Petit florilège. Certaines études, pas toutes, démontrent que la cigarette pourrait être un facteur. Ok docteur, so what? Je fais quoi? Autre réaction. Je vous conseille de ne plus manger de produits laitiers. Tiens donc, allez le dire à mon verre de lait dont je me régale tous les matins et qui me met de bonne humeur. Ou encore, manger cru, c'est la solution pour certains individus. Devenir végétarien aide des patients à diminuer leur poussée. Chacun y va de sa recette. Je suis à la foire aux idées, folklore. Je suis là à attendre que l'on me propose d'aller planter mes carottes pour aller mieux, ce qui reste néanmoins possible. Des informations dans tous les sens, sans oublier les ressentis très individuels de chaque patient. Je suis perdu. Dès que je fais quelque chose, je repense au neurologue X qui m'a recommandé de ne pas boire ceci, d'éviter de manger cela. Je ne sais plus comment vivre sans avoir ces phrases qui me trottent dans la tête. C'est une maladie auto-immune, donc propre à chacun. Mais dans la vraie vie, vous ne trouverez jamais une cèpe qui ressemble à une autre. Tout simplement parce que nous sommes tous uniques, et tant mieux. Ça c'est intéressant, hein, ce côté, ouais, tu devrais essayer ça, ou j'ai entendu parler de ceci, ou là, pour le bouquin, ma tante me dit, ouais, tu devrais le lire et tout. Tout le monde a envie de donner des bons conseils aux gens qui ont la sclérose en plaques. À un moment donné, on en a ras-le-bol, on a envie de dire, laissez-nous tranquille avec vos astuces, là, ou des trucs et astuces, bref. Après, c'est sur le traitement. Je ne sais plus vers qui me diriger et quelle décision prendre. Le traitement m'effraie et me rappelle mon diagnostic plus qu'un antibiotique. Je ne conçois pas de changer ma manière de vivre, comme ça, du jour au lendemain. Impossible de m'imaginer me piquer tous les jours ou une fois par semaine et avoir ma boîte à pharmacie comme meilleur ami. Je suis dans un déni total. Je n'accepte pas une vie différente. Je comprends parce que moi, il m'a fallu 3 ans avant d'accepter le traitement de fond. Les traitements sont variés. Dans cette maladie, le traitement ne signifie pas guérir. Il signifie juste ralentir. Au lieu de rouler en mobilette, je suis en trottinette. C'est bien l'image. On vous injecte un liquide pour ralentir potentiellement les poussées. Ça ne soigne pas. Ça fait patienter, ça atténue. C'est un choix très personnel. Pour moi, prendre ce traitement sans être équilibré ne peut rien apporter. Je me sens si loin de cet équilibre de pensée. Après plusieurs rendez-vous neuro, on devrait pouvoir bénéficier d'un abonnement et de points de fidélité. Dernier rendez-vous, je regarde mon neurologue dans ses lunettes. Docteur, qu'aimez-vous dans la vie? Ça ne doit pas être évident tous les jours d'annoncer des maladies. Comment vous faites pour extérioriser? Silence. Mademoiselle, ce n'est pas le moment de parler de ça. Et puis, je ne m'attache pas aux patients. Sinon, je ne pourrais pas exercer ce métier. Un médecin sans empathie peut être un bon médecin? Peut-il être un bon médecin? Je réfléchis un instant. Je comprends, docteur, et vous avez raison. Mais comment pouvez-vous apporter de la confiance aux malades si vous-même, vous ne pouvez pas parler de votre aptitude à gérer les annonces difficiles? Ma question l'énerve. Pas grave. J'ai surtout l'impression qu'il ne me comprend pas. Je récidive avec une dernière question. Je sais, vous n'êtes pas psychologue, et heureusement pour vous. Heureusement pour nous, j'ai envie de dire plutôt. Mais pouvez-vous me faire rêver et me donner de l'espoir, docteur, s'il vous plaît? Je ne crois pas au miracle. Je sais que je suis malade et je ne vous demande pas de me dire que ça va aller alors que personne ne peut le savoir. Je ne cherche pas une réponse utopique. Je connais les risques. Pouvez-vous juste me donner des noms d'associations stimulantes? Ou croyez-vous en la force de l'esprit face à la maladie? Il me répond en me donnant une petite brochure sur 2 associations, tout en m'incitant à réfléchir sur les différents traitements. Merci docteur. Je repars avec deux associations et des traitements à choisir. Bon, en fait, elle a des conseils différents. Il y en a un qui lui propose un nouveau traitement à base de comprimés, l'autre
enfin, le traitement des existants, les injections. Voilà. Donc c'est vrai que des fois on se retrouve en difficulté en disant bon voilà, le médecin nous laisse choisir le traitement et quoi choisir. On ne sait pas toujours, c'est pas évident. Tous ces conseils et ces réponses me confortent dans mon idée de ne pas prendre de traitement pour le moment. Je compte trouver une solution alternative et je vais la trouver. Devoir me coltiner mes picouses ou organiser toute ma vie en fonction de ce traitement ne me dit rien. C'est trop lourd, trop tôt. Ah, ça je comprends. Alors là, on arrive à la page 31, à la première poussée, après le diagnostic. Donc, c'est avant un départ à Deauville, elle fait du Vélib à Paris, et là, elle se rend compte qu'elle a beaucoup de mal à tenir à faire du vélo. Quoi. Bref. Donc, elle reprend rendez-vous à la petite Salpêtrière. Je retrouve mon neurologue, il m'indique des pertes d'équilibre et une vue qui baisse. Diagnostic poussé. Une deuxième avait si peu d'espace avec la précédente. Je me dis que c'est le début du cauchemar qui devient réalité. Et revoilà mes potes, les corticoïdes. Je ne pensais pas les revoir aussi vite. En fait, elle devait entrer en un stage, et à cause de la poussée, elle se dit est-ce que j'y vais pas. Donc, je ne veux pas laisser la cèpe me manger. J'y vais, la vue en moi. Je pars, direction Deauville. Rien ne m'arrête. Ma maladie, quant à elle, dépend des bolus de corticoïdes. La prescription gelée, 4 bolus à faire à la suite, chaque matin en milieu hospitalier, et l'interdiction de mon neurologue d'aller au festival avec un besoin de repos absolu. J'enfreins les 4 directives. Je décide d'en faire 2 chez moi, le soir, avec l'aide d'une infirmière, pour ne pas rater mes journées de stage, et de partir à l'événement. Je ferai la suite en rentrant. Coup de poker, coup de bluff, à quoi je joue. Les proches sont sous terre. Les copines me retrouvent la veille de mon départ et me remontent les bretelles face à cette folie de continuer sans écouter ce qu'on me préconise de faire. Tout ça pour qui? Pourquoi? Pour mon ego. 3 jours avant le départ, j'ai donc le temps de faire 2 bolus. Pour réussir à récupérer ma vue au maximum, ce n'est pas suffisant. Je suis dans une telle rage, face à cette cèpe, qui commence vraiment à me faire chier. Je donne tout sur place, malgré ma vue nettement diminuée. Personne ne s'en rend compte. Je ne vois aucun sous-titre de film et je ne vous raconte pas l'effort que cela me demande pour retrouver les clients au milieu d'une foule, dans une salle immense et avec une vue qui se fait la malle. J'ai d'ailleurs confondu à plusieurs reprises des personnes inconnues avec mes clients. Heureusement, ce n'était pas l'inverse. En fait, elle a une épreuve optique, quoi. Et au lieu de la soigner en restant calmement chez elle ou à l'hôpital, elle part quand même. Je sais pas comment elle a fait, parce que les bouches du cortisone. Week-end terminé, c'est gagné. Alban n'en revient pas. Le patron reste sans bois. Je rentre épuisé à Paris. Les 2 bolus qui m'attendent, pressés de me retrouver pour une soirée improvisée en tête-à-tête. Je me sens envahi par une joie énorme et une fierté d'y avoir été. Après ce tsunami émotionnel, je peux avoir à prendre tous les bolus possibles, je m'en moque. Ouais, elle devait certainement se dire qu'elle surmontait la maladie, mais bon, pendant combien de temps? Bon, après, elle parle que le boulot par rapport à la santé. Sans elle, on ne fait rien, on n'est rien. Alors, première prise de conscience. J'ai un autre déplacement à Doha, au Qatar. Mais cette fois, je n'irai pas du tout de la même manière. Comme si j'avais reçu une décharge électrique qui m'avait réveillé pour que je commence à changer mes habitudes. Je perçois aujourd'hui le danger et les conséquences sur notre corps de ces ambiances stressantes et oppressantes. Résolution prise. Le travail ne dictera jamais ma vie, mais le travail la stimulera. Plus jamais je ne mettrai de stress dans mon travail. Un beau jour, on m'a diagnostiqué une cèpe. Une quoi? Une sclérose en plaques. Mais cela reste un détail, car on m'a surtout diagnostiqué une super envie de partir. Tout est clair dans ma tête. Super envie de partir? What else? Merci Georges. Je vais me concentrer sur un rêve, mon destin, et je vais l'appeler super-héros, pour donner envie aux autres d'aller plus haut. Un voyage tout compris. Je commence à monter mon projet qui me donne des ailes et me permet de croire que tout reste possible face à la maladie. Je suis chez moi, sur mon canapé, et je commence à tout mettre en place sur papier. Oui, cette fichue connexion se fera par un voyage. Comment expliquer ce qui est si clair dans mes pensées, mais si difficile à verbaliser?
Je parle d'une réflexion simple. On a tous un corps pour bouger, un esprit pour penser et une âme pour s'identifier. Je partirai 8 mois à travers 3 pays pour m'aider à remettre en place ces 3 piliers. Pourquoi partir? Je le rêve depuis longtemps. Je veux pendant 3 mois avancer juste avec le corps et mon sac à dos pour marcher et grimper en mettant mon cerveau sur pause et arrêter d'interpréter ou de penser. Après cette première étape, l'esprit interviendra pour réussir à maîtriser mes pensées. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais tout ce que je veux planifier, tout ce que je peux planifier, c'est un séjour dans un monastère bouddhiste pour m'aider à les canaliser. Je veux rencontrer ces pratiques et ces méthodes ancestrales qui ont déjà fait leur preuve, pour ensuite essayer de toucher l'âme. Rien à expliquer cela à mes neurologues. Reste à expliquer cela à mes neurologues. Je ne peux pas lire. Partir loin. La Nouvelle-Zélande est une évidence pour éprouver mon corps. Pour l'esprit, c'est déjà inscrit dans ma tête la Birmanie. Depuis longtemps, c'est le seul pays d'Asie qui m'attire énormément. Après 5 mois d'initiative personnelle, je vais toucher le but ultime de mon voyage, l'âme. Cette rencontre se fera dans le dénuement le plus total, les steppes de Mongolie. Pourquoi la Mongolie? Tout simplement pour la communion avec sa nature. Si loin de notre civilisation. En fait, quand je lis ça, je me dis, elle est un peu fada cette fille. On vient de lui diagnostiquer la maladie. Et... Bon, je comprends très bien sa réaction. Hein. C'est pas ça, mais c'est juste qu'elle veut partir très loin de tout. Elle veut vraiment échapper à cette ambiance de traitement, de médecine, de maladie. Je comprends, mais c'est un peu délire, quoi. Mais bon. Pendant plus de 7 mois, j'espère partir à la rencontre de personnes dont la vie, la façon d'être et les actions font d'elles de véritables héros du quotidien. À leur côté, je veux tenter de comprendre comment elles perçoivent leur corps, leur esprit et ce qu'elles font et pensent de l'âme dans tout cela. J'imagine que ce sera la meilleure prescription pour renforcer mes défenses immunitaires et combattre cette secte dont je ne sais pas grand-chose. Évidemment, j'essaierai de faire un point avec mon neurologue afin qu'il me suive pendant ce périple. Ça me rappelle ma mère qui voulait correspondre avec le neurologue par Skype, quoi. L'antidote. Ce voyage me permettra, je l'espère, de réussir à lire avec ce diagnostic, mais surtout de donner envie aux autres pères de prendre le même chemin. N'oubliez pas vos rêves, ce sont vos meilleures armes, ce sont vos... je prends un peu d'eau, j'aurais pu parler. N'oubliez pas vos rêves, ce sont vos meilleures armes pour vivre dans ce monde devenu fou. Une autre phrase me vient à l'esprit, de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce voyage sera pour moi une manière d'apprendre à me connaître vraiment. À, je l'espère, affronter la vie, différemment, mais surtout à faire taire ce que le mal a dit. Chaque maladie effraie et paralyse de l'intérieur. Le mal est partout, sous différentes formes, et nous parle tous les jours. Le voyage sera mon remède, mon antidote. Mon initiative se veut un outil de réconfort pour garder espoir. Ne pas oublier ses rêves, et le plus important, écouter notre cœur. Par cette aventure, j'entends déposer de l'espoir, de la confiance dans mon cœur et celui de chacun. Je suis bien consciente que je suis la première bénéficiaire de ce projet, mais que je serai aussi la première à avoir envie de le partager avec le plus grand nombre. Mon objectif est simple, faire naître chez chaque malade une énergie positive et une confiance en la vie. Voilà, on va en rester là. Oui, donc je disais, ça paraît un peu fou, hein, c'est un peu délirant ce voyage, mais c'est un peu comme un voyage initiatique. Et si elle pouvait le faire, bah, elle a raison de le faire, quoi. Et franchement, je comprends toute cette énergie qu'elle a, qui pourrait être dirigée vers la colère, mais qui là est dirigée vers quelque chose de positif. Ce voyage initiatique. À la recherche du Graal un peu. La Graal, c'est quoi? C'est peut-être trouver une solution pour... Au fond d'elle, je pense qu'elle a envie de guérir. C'est évident. On le sent. On le sent. D'autant que c'est une maladie auto-immune, et on se dit,
c'est moi-même qui m'écris cette maladie, je peux moi-même aussi arriver à m'enrayer. Bref, mais elle est encore un peu entre le déni et la réalité, hein, on sent bien. Bon, on verra après, je vous dirai certains passages du livre qui peuvent être intéressants. Mais on sent bien la force qu'elle a en fait en elle, qui est la force d'envie de vivre et qui va être prise à profit pour s'aider contre cette maladie. Bon, elle a la possibilité de le faire parce que elle n'est quand même pas encore très atteinte. Je veux dire, elle n'est pas dans un stade où elle a un handicap qu'il a, c'est le début de la maladie, une forme limitante. Donc bon, ça peut être énerver les gens qui sont déjà très embêtés par la maladie. On ne peut pas tous partir en voyage comme elle le fait, quoi. Surtout en Mongolie. Voilà, mais c'est intéressant. Bon, je vais continuer à le lire et je te tenir au courant. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des livres à me soumettre. Vous voudriez que je vous en lise certains passages. Pourquoi pas. À bientôt.